Bonjour chers amis téléspectateurs, ou bonsoir si vous prenez l'émission en diffusion. Alors je suis très heureuse cet après-midi de vous recevoir parce que j'ai des personnes très intéressantes qui vont vous parler des problématiques sociales à la Martinique, de celles qui restent cachées, hélas, dont on ne parle pas assez et qu'il faudrait justement faire émerger sur la scène publique, dans nos radios, dans nos médias, dans nos télés, et de manière à ce que nous voyions combien de gens se battent pour que notre société tienne sur ses pieds, j'allais dire sur ses pattes, et que très souvent ces personnes-là le font avec peu de moyens. Alors cet après-midi, j'ai le grand plaisir de recevoir Monsieur Charles Célinis. Bonsoir Charles. Bonsoir Juliette. Et puis Madame Fanon Franceline. Bonsoir Franceline. Voilà. Donc ils vont nous parler ils sont au cœur d'une association qui s'appelle l'URAS, qui est donc l'Union régionale des associations du secteur social et médico-social de la Martinique, qui est un regroupement de 23 associations. Qui gèrent donc des établissements et des associations. Et tout ce monde s'occupe du social. Voilà. Alors, on va commencer. Ça va être d'abord mes invités, essentiellement mes invités qu'on écoutera cet après-midi. Parfois, on m'a dit trop bavarde. Eh bien, aujourd'hui, je le serai beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez à entendre et ce sont nos deux invités qui vont vous en parler. Alors, Charles, est-ce que vous êtes maintenant le président de l'URAS. Vous avez remplacé M. Majoubert. Voilà. C'est ça? Dupin de Majoubert. Dupin de Majoubert, voilà. Vous voulez nous en dire un petit peu plus sur vous, qui vous êtes. Je ne sais pas si les téléspectateurs vous connaissent, donc ce serait intéressant que, voilà, poser un peu le cadre professionnel. D'accord. Bien écoutez, je suis moi président de l'URAS depuis le mois de décembre dernier, après en avoir été vice-président pendant quelques années. Je travaille avec l'URAS depuis un certain temps maintenant et l'association dont je suis issu, l'association des centres médico-psychopédagogiques de Martinique, est adhérente de l'URAS depuis sa création en 1978. D'accord ? Nous considérons que c'est extrêmement important que les associations du secteur social et médico-social en Martinique puissent avoir des espaces et des lieux et des moments d'échange, de réflexion commune, de partage pour aborder ensemble les problématiques du secteur et surtout rechercher les solutions adaptées. Alors vous-même, vous êtes psychologue de formation ? Alors non, moi je travaille dans l'administration de l'éducation nationale. D'accord. Donc vous êtes un administratif essentiellement, pas un personnel. Voilà, nos associations ont besoin de diverses compétences. Elles ont besoin effectivement de psychologues, de sociologues, d'éducateurs spécialisés, de toute profession médicale, paramédicale notamment. On a des médecins, des psychiatres, des infirmiers, des assistants sociaux, enfin de toutes sortes de personnes qui travaillent en fait ensemble à la prise en charge, à l'accompagnement de publics en difficulté, puisque nos associations ont pour objet la plupart du temps essentiellement l'accompagnement de publics en difficulté. Et il y a un volet, gestion administrative, financière, des ressources humaines, etc., qui a toute une importance au sein de l'URAS. Alors, Gilles Dupin-Majoubert, l'ancien président, était éducateur spécialisé, de formation, de métier. Et cette fois-ci, l'URAS a choisi quelqu'un qui a un profil plus gestionnaire, ce qui ne veut pas dire que pour moi, la gestion commande. Au contraire. Le politique commande, c'est la réponse aux besoins qui est la plus importante et la gestion, c'est le moyen de faire les choses le mieux possible. Je dis souvent que notre raison d'être, c'est de bien faire les bonnes choses. Alors la gestion va peut-être s'attaquer au bien faire, mais ce qui est fondamental, c'est de bien faire les bonnes choses. D'accord, mais il faut que la gestion ait les moyens de gérer pour que les choses soient bonnes. Hélas, donc on va en parler tout à l'heure. Alors, je me tourne vers Madame Francine Fanon. Oui. Vous êtes
l'une des vice-présidentes donc, de l'URAS. Oui. Vous voulez vous présenter un petit peu? Donc, depuis... De formation, puis depuis... Oui. Je suis psychosociologue de formation. D'accord. J'ai donc été directrice d'un centre d'un foyer de jeunes travailleurs. Et avant, j'étais conseillère technique à l'IFMES, donc l'Institut de formation aux métiers éducatifs, sanitaires et sociaux. Voilà, ça c'est dans la partie martiniquaise. Je suis présidente, c'est à ce titre d'ailleurs que je suis à l'URAS, je suis présidente de l'association martiniquaise pour l'éducation des déficients auditifs et visuels. Ok. Voilà. Et donc à l'URAS, vous êtes donc l'une des vice-présidentes. L'une des vice-présidentes de l'URAS. Depuis je suis à l'URAS depuis 1998, donc ça fait longtemps. Et vice-présidente depuis 4 ans. D'accord. Alors, quel est le rôle d'une vice-présidente à l'URAS? Quand on a entendu le président nous dire, poser les grandes lignes, on va entrer dans le fonctionnement de l'institution, qui est un regroupement d'associations. Je suppose que ce n'est pas toujours évident de gérer. Ce sont aussi des orientations un peu différentes, peut-être des objectifs différents, des moyens financiers différents, des personnels différents. Alors, quel est le rôle d'une vice-présidente? La vice-présidente, elle accompagne le président à veiller aux objectifs que nous nous sommes fixés et que nous revisitons régulièrement entre nous, associations, puisque nous avons 4 fois dans l'année une conférence des présidents qui permet d'informer plus largement les 24 associations que nous avons. 24 associations, d'accord. Oui. Elles ont toutes la même orientation, donc elles font du social d'une manière générale. Elles font du social et du médico-social. Et du médico-social, voilà. Comme le CMPT. Donc, voilà. C'était ça. Par exemple, Et il y a du des pédagogique. associations qui s'occupent de déficients auditifs et visuels, d'éducation et d'intégration des sourds, mais aussi des associations qui s'occupent de personnes handicapées, comme l'ADAPI, ou bien des personnes ayant besoin d'un accompagnement médico-éducatif, thérapeutique et éducatif très important, comme la Myriam, par exemple, des associations qui s'occupent de lutte contre l'exclusion, comme la Parmesan Soleil, ou bien des associations comme l'Espérance Patronale Saint-Louis. Nous avons la ANFA qui s'occupe des lésés traumatisés suite à des accidents, la FTCM, l'Association des familles de traumatisés crâniens, etc. L'AMDOR, qui s'occupe donc de personnes âgées. Enfin, vous voyez, il y a un panel d'associations relativement vaste. L'URAS, en fait, c'est 23 associations avec une soixantaine d'établissements et services qui sont gérés par ces associations, d'une part. Ça représente à peu près 1700 salariés. D'accord. Et c'est une action assez importante auprès de 8 à 9 000 bénéficiaires des usagers des structures que nous gérons. Et depuis quand est-ce que ce regroupement existe? Parce que de manière traditionnelle, on se reproche de manière assez systématique d'être éclaté. Et là, c'est quand même un gros regroupement et qui a l'air d'avoir un fonctionnement assez fluide, non? Alors en fait, c'est vrai, l'URAS, il faudra que les historiens se penchent un jour là-dessus, parce que l'URAS a été créé en 1978 par un groupe de 13 présidents d'associations. Au départ, c'était pour permettre que les échanges se fassent entre les associations, et puis aussi qu'il y ait des médiations lorsqu'il y avait des difficultés entre associations ou bien entre associations et les personnes, les collaborateurs salariés. Et bien sûr, l'une des fonctions premières de l'URAS, ça a été dès le départ
de permettre de défendre un peu les associations dans les démarches avec les autorités administratives et financières. Bon. Et puis, depuis 1978, a été créée cette union régionale d'associations du secteur social de la Martinique. C'est une chose assez singulière, puisque à l'époque, souvenez-vous du contexte des années 70, où il y avait un certain nombre de luttes sociales, un éveil du mouvement social un peu musclé. Oui. Et donc, ces présidents d'associations, présidents et présidentes d'associations, ont créé cette union régionale. Ils ne sont pas allés chercher une union régionale en France pour créer en Martinique. Ils ont créé une union régionale de la Martinique. Puis petit à petit, l'union régionale de la Martinique s'est développée à gérer non seulement à permettre que les associations se regroupent, mais aussi elle a commencé très rapidement à gérer des services qu'elle a mis en place elle-même. Il faut savoir que, par exemple, l'URAS est l'association qui a porté sur les fonds baptismaux, on va dire ça comme ça, ce qui est devenu la GFIP par ailleurs, par la suite. Pour la formation. Et pour donc, les personnes handicapées, l'URAS d'ailleurs maintenant gère le Cap Emploi, d'accord, c'est l'association porteuse du Cap Emploi, et aussi du service d'accompagnement social et de lutte contre l'exclusion en Martinique, également le service d'aide au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Et puis l'URAS gère également l'IFMES, donc l'Institut de formation aux métiers éducatifs, sanitaires et sociaux de Martinique, et ce depuis 2008. Donc cette activité initiale de coordination et de regroupement des associations s'est accompagnée assez rapidement et de façon persistante et permanente de la gestion d'établissements et de services d'intérêt très concret pour les publics du secteur social et médico-social, et puis pour la Martinique tout entière d'ailleurs. Et on a évalué le travail de... C'est une sorte de fédération. On a déjà posé en termes de bilan, enfin vous venez de sortir d'un deuxième rendez-vous de l'URAS, qui est une sorte de colloque en fait, de conférences, de tables rondes et de débats qui s'est tenu sur le campus il y a une semaine. Voilà, c'était... Le 25 février. Voilà. Oui. C'est aussi pour poser des bilans ou c'est juste pour échanger sur... parce que Mme Fanon parlait tout à l'heure de... Conférence des présidents. Des problèmes, non mais vous avez dit qu'il existait des problèmes, mais il y a aussi des expériences innovantes. Et dans les colloques, en général, on s'échange aussi des savoir-faire. Bon, on va revenir là-dessus, mais je voulais vous demander, puisque vous avez mis l'accent sur bon, c'est vrai, le RAS, donc c'est d'abord le social, le médico-social, mais vous avez insisté sur le pédagogique, c'est-à-dire... Non, il y a une dimension, il y a aussi une dimension pédagogique. Voilà. Les associations, il y a des associations qui forment oui. Et qui éduquent et qui portent des soins, notamment la MEDAM, mais le CMPP aussi. Presque toutes les associations sont chargées de l'accompagnement pédagogique des publics qui nous sont confiés. D'accord. Mais il s'agit bien de formation qui peut être professionnalisée. Parce que l'IFMES, par exemple, c'est une on y forme des éducateurs spécialisés. Oui. On y forme toute une panoplie de travailleurs sociaux. De travailleurs sociaux, d'accord. Et avec des livrances de diplômes. De diplômes nationaux reconnus. Donc il y a une vraie formation initiale et continue. Qui se réalise à l'IFMES. Il n'y a pas que l'IFMES d'ailleurs qui soit organisme de formation au sein de l'URAS, puisqu'il y a une association comme par exemple l'AMDOR, qui organise beaucoup d'activités. Qui a des liens avec des universités de l'Hexagone. Formation, tout à fait, notamment dans le domaine de la gérontologie.
Il y a aussi une association comme la PAM pour les artistes et personnes handicapées. Et donc, ce sont des associations qui organisent depuis plusieurs années des actions de formation. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette action de formation. Mais au-delà de l'action de formation, nous avons évolué depuis maintenant un certain temps vers une conception beaucoup plus large que la conception de simple, je vais dire ça comme ça, de simple professionnalisation de la relation avec la personne en difficulté. Voyez malheureusement, il y a une prise en charge à un autre niveau. Voilà. Les choses fonctionnent comme cela très souvent, c'est-à-dire que une personne a une difficulté, et bien cette personne, elle est installée dans un dispositif. Et ce dispositif est construit autour d'elle et la personne est un peu enfermée dans ce dispositif. Alors qu'à côté, il y a d'autres dispositifs qui fonctionnent et qui, eux, s'attachent à régler des difficultés qui peuvent être parfois connexes et extrêmement liées aux difficultés rencontrées par cette personne. La réalité complexe des gens, des individus, des personnes, est souvent mise à mal par leur intégration dans des dispositifs qui fonctionnent en silo, sans transversalité. Et du coup, ça limite considérablement l'action de ces dispositifs, justement parce qu'ils n'arrivent pas à aborder les problématiques de ces personnes dans leur globalité, dans leur totalité. Vision transversale. Donc avec le RAS, normalement, les choses sont facilitées. C'est l'une de nos ambitions, effectivement, de faciliter les échanges entre nos associations, entre les établissements gérés par nos associations, et au-delà même de l'URAS. C'est un de nos objectifs majeurs de dépasser le cadre de la prise en charge dans des établissements et par des services pour aller vers un véritable accompagnement des personnes avec une politique de prévention également et aussi avec le fait qu'on veut s'appuyer sur les ressources, toutes les ressources de la population martiniquaise. Les professionnels qui travaillent dans les établissements ont droit à la parole et ont leur mot à dire. Les usagers ont à dire aussi. Et bien sûr, les autorités politiques et administratives qui tarifient, qui financent les activités, qui les contrôlent, etc. D'accord. Donc, c'est une structure qui est reconnue par l'État, puisque vous avez dit que vous délivrez aussi des diplômes d'État. Oui, tout à fait. Donc, c'est bien une création martiniquaise et qui est reconnue par l'État. Oui. Et les formateurs que vous avez, ils sont formés par l'URAS elle-même ou par dans d'autres structures qui sont nationales aussi ou qui sont... Non, les formateurs sont issus du tissu social formés ici, formés avec des formations spécifiques qui répondent aux critères nécessaires pour faire la formation des travailleurs sociaux. Je voulais revenir sur le dernier élément concernant la formation. L'URAS aussi forme les administrateurs, propose chaque année un programme de formation pour les administrateurs. Parce que nous avons, en se rencontrant, nous nous rendons bien compte que la bonne volonté ne suffit pas pour être administrateur. De plus en plus, on nous exige d'être compétents en gestion, en ressources humaines, en droit, voilà. Et puis vous avez une grosse structure. Et nous avons une grosse structure. C'est vrai que là, on ne va pas dans le bricolage. Voilà. Et ce ne sont pas non plus... L'idée qu'on se fait d'une association chez nous aussi, ce sont des petites structures qu'on peut diriger au pied levé. Là, vous êtes dans des associations qui sont en fait l'équivalent d'entreprises, de vraies petites... Même là, vous êtes dans une entreprise moyenne. C'est déjà... Combien vous avez
avez vous avez 1700 salariés. Oui, autour de 1700. Chez nous, c'est une grosse entreprise. Oui. Alors, il faut quand même préciser que l'URAS joue, c'est l'union de ces associations, mais que chaque association fonctionne, de manière conserve autonome. son autonomie de gestion et d'administration. Ça me permet d'ailleurs de répondre à une question évoquée tout à l'heure, à savoir est-ce que toutes ces associations vont dans le même sens? Est-ce que... bon, en réalité, c'est une des choses que l'URAS essaie de faire, à savoir permettre aux adhérents de l'URAS, aux associations, leur permettre d'échanger. D'échanger leurs expériences, d'échanger leurs points de vue, d'échanger les perspectives qu'ils ont envie de tracer pour leur association et pour la Martinique, de façon à pouvoir travailler en mode projet partagé, c'est-à-dire que là, nous avons effectivement depuis quelques années adopté cette façon de fonctionner. Et donc, nous avons un premier projet que nous avons mis en œuvre entre 2011 et 2015. Et puis le deuxième projet que nous venons de renouveler, pour la période 2015-2020, a été élaboré de façon très participative, avec des discussions avec les présidents d'associations, les administrateurs d'associations, les dirigeants d'établissements et services, les personnels. Enfin, nous avons cherché à consulter un maximum de personnes, à permettre l'expression démocratique d'un maximum de personnes. C'est très lourd à gérer, faire converger les objectifs. Et si vous avez dans ces rencontres des résistances, vous arrivez à rester quand même fédérés, unis, il n'y a pas de contradiction trop importante, probablement. Si, bien sûr. Vous parliez de la politique. C'est un apprentissage quotidien de fonctionnement démocratique que nous préconisons. Il y a quelque chose qui est important pour nous, c'est les valeurs partagées que nous avons construites ensemble entre 2011 et 2015, c'est ça. Et ça, c'est très important. Les valeurs, il faut qu'on les partage. Les expériences, chaque association a toute son autonomie. C'est ça, c'est ce que j'ai compris. Voilà. Mais c'est d'autant plus difficile de rester ensemble quand on a aussi son autonomie. Oui, il y a des tendances très fortes à l'union, d'accord, notamment sur la base de valeurs que Francine évoquait, de valeurs fortes, partagées. N'oublions pas que ce sont quand même des associations du secteur social et médico-social, animées par des personnes bénévoles, donc ça nécessite un certain engagement, une certaine vision des choses et de la vie pour s'engager dans le mouvement associatif. Donc nous avons effectivement ces tendances fortes à l'union, mais il y a aussi des contradictions qui se manifestent. Il y a aussi parfois des discussions serrées. C'est la vie. D'accord. C'est la vie. Et quand vous parlez... Ce n'est pas monolithique, avec un président qui dit voilà, c'est ça, et puis le reste. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Oui, c'est rassurant en même temps. Mais ça serait quoi, donc, une politique, l'orientation, elle dépend de choix politiques. Et quels sont les choix politiques de l'IFMES, de l'URAS? Quels sont vos choix? On viendra tout à l'heure au financement, à tout ça, parce que tout cela est lié. Mais il y a un objectif, parce que d'abord, comment est-ce qu'on va définir le social? Et ensuite, quels sont les choix politiques? Parce qu'on dit beaucoup le social chez nous. Tout est social, même l'économie et la politique. Mais alors, le social pour l'URAS, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, nous sommes une des composantes du peuple martiniquais. Vous voyez, l'histoire de la Martinique a produit aussi bien des mouvements politiques que des mouvements syndicaux, que des mouvements associatifs,
que des mouvements coopératifs, que des mutuelles, que, vous voyez. C'est ainsi que la Martinique s'est construite. Bon. La Martinique s'est construite dans la lutte contre l'esclavage, hein, ensuite contre un certain nombre de façons de gérer, de produire en Martinique qui ne satisfaisaient pas beaucoup de Martiniquais. Et aujourd'hui, effectivement, la question sociale a pris une énorme importance du fait, par exemple, des tendances démographiques qu'on observe en Martinique. D'accord ? La Martinique perd des milliers d'habitants chaque année. Depuis maintenant presque une dizaine d'années, on est passé en mode négatif, l'évolution démographique. Du fait également du chômage, que tout le monde connaît, du fait de la pauvreté galopante. Beaucoup de gens ignorent que, par exemple, à Fort-de-France, un tiers des personnes vivent en dessous du seuil de la pauvreté. D'accord ? Et en Martinique, c'est une personne sur 5 qui vit en dessous du seuil de la pauvreté. Il y a pratiquement 10% des Martiniquais qui ne vivent qu'avec les revenus de la CAF. D'accord ? Donc, il y a des inégalités, il y a énormément de choses. Une paupérisation assez générale, oui. Et donc, bon, c'est tout ça qu'on a l'habitude de dire, les gens qui s'occupent de toutes ces questions-là. Bon, allez, on met tout ça dans le secteur social, à côté duquel on trouve le secteur médico-social, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui fréquentent des établissements, des services qui ne sont pas exactement des établissements de type sanitaire, mais qui apportent un accompagnement à composante médicale aussi. Et donc, c'est une... Qui soulage les familles de beaucoup quand les enfants sont dans les... Vous avez cette association qui s'occupe des enfants handicapés, la DAPEI aussi, par exemple, qui soulage beaucoup les familles. Tout à fait. Des sourds et malentendants aussi. Et donc, le social, ça serait donc le miroir d'une société finalement qui ne va pas si bien que cela, ou alors qui montre de plus en plus, de manière de plus en plus décomplexée, ces inégalités et qui ne donne pas le sentiment que, voilà, au contraire, les choses pourraient s'améliorer, puisque avec la dégradation du paysage démographique, la paupérisation des couches qui était jusqu'à maintenant la moyenne, peut-être moyenne bourgeoisie, dont les conditions de vie se dégradent aussi. On est donc dans un tissu, on travaille sur un tissu social qui est très fragilisé. Donc vous êtes l'écho, vous recevez ces échos à travers toutes les associations, l'écho de cette situation qui n'arrête pas de se dégrader. On va voir, parce que vous faites un plan pour l'outre-mer, pour la Martinique, comment vous interpeller, parce que peut-être que là, c'est important aussi qu'on en parle de comment est-ce que vous pourrez agrandir le spectre de vos partenaires sociaux, des financeurs, des personnes qui s'intéresseraient à cette situation. Alors la politique de l'URAS par rapport à ça pourrait être aidée, peut-être qu'il faut aussi se situer politiquement, comment, je sais pas. Alors, c'est l'urgence, nous résumons cela ainsi, l'urgence de réponse adaptée face à l'ampleur particulière des besoins. Alors, on va commencer par la fin, et qui justifiera l'urgence. À Martinique, à l'heure actuelle, il y a énormément de besoins dans le secteur social et médico-social qui ne sont pas satisfaits. Ou alors qui ne sont que très partiellement satisfaits. Il faut le savoir, les taux d'équipement en infrastructure et en services en Martinique sont considérablement plus faibles chez nous que dans l'Hexagone. Et on ne trouve aucune région française qui soit comparable à la Martinique, qui cumule autant d'indicateurs critiques.
Vous allez trouver une région en France dans laquelle le taux d'équipement, établissements et services d'aide par le travail sera peut-être équivalent à celui de la Martinique, mais à côté, tout le reste, ça sera bon. C'est-à-dire qu'en Martinique, c'est cette accumulation d'équipements insuffisants, si l'on ose dire, par la négative, donc accumulation par la négative, c'est ceci qui caractérise la situation objective du secteur. Quand vous parlez d'équipement pour le téléspectateur, vous entendez quoi exactement? Eh bien, ce sont par exemple des structures d'accueil. Ce sont des structures d'accueil. Alors, il est extrêmement connu que l'insuffisance criante d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il est moins connu que, par exemple, en Martinique, les 10 000 personnes souffrant de handicap mental ne trouvent aucun foyer d'hébergement, ce qui est un scandale. D'accord. Les personnes handicapées vieillissantes aussi, une fois qu'elles ont atteint l'âge de 60 ans, elles deviennent normales, on va dire ça entre guillemets. Donc il y a ça. Alors, je crois que 5 émissions comme celle-là ne suffiraient pas à faire la liste de tout ce qui ne va pas. Mais justement, nous sommes souvent très orientés solutions. Bon, parce que c'est ce qui importe. Mais on entend beaucoup parler de création d'EHPAD, etc. Vous faites partie des gens qui sont impliqués dans ces constructions, ou alors c'est une partie de la société qui s'en occupe? Alors, il y a certaines associations qui, à l'heure actuelle, en Martinique, gèrent des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Elles se regroupent dans une structure différente de l'URAS, même si au sein de l'URAS, il y a certaines structures qui s'occupent des problématiques de personnes âgées. Alors, on revient à la politique. Voilà, donc ces besoins sont extrêmement importants, ce qui est caractéristique de la Martinique. Et puis, c'est un malheureux privilège que nous partageons avec les autres régions ultramarines de Guadeloupe, de Guyane, de la Réunion, de Mayotte. Bon. Donc, voilà, c'est ça la réalité, l'importance des besoins insatisfaits. Et nous disons qu'il y a urgence, parce que ce sont des personnes en souffrance derrière toutes ces difficultés, toutes ces insuffisances. Ce sont des personnes souvent en grande souffrance. Et du coup, notre politique, c'est ça la question, notre politique, c'est de tout faire pour, d'une part, attirer l'attention de toutes les autorités sur ces questions-là, et d'autre part, que cela débouche sur des résultats, des améliorations substantielles. Des réponses concrètes. Des réponses concrètes. Mais on vous entend, vous avez l'impression que... D'abord, vous avez défini très clairement la politique qui est la vôtre, la politique sociale qui est la vôtre. Alors, nous avons des relations régulières avec les autorités politiques et administratives, notamment la collectivité territoriale qui vient d'être élue. Bon, nous avons déjà rencontré à la fois le président de l'Assemblée, M. Claude Lise, que le conseiller exécutif en charge du dossier, M. Francis Carole. Des contacts sont prévus avec les commissions qui s'occupent de cela. Nous devons revoir M. Carole, qui est venu à notre deuxième rendez-vous il y a quelques jours. Donc, au niveau de la collectivité territoriale, nous avons une bonne écoute. Nous avons déjà rencontré à plusieurs reprises plusieurs autorités de l'État sur le plan local. Donc, M. le préfet, mais aussi le directeur général de l'ARS, mais aussi la direction de la jeunesse, des sports, de la cohésion sociale, la protection judiciaire de la jeunesse. Enfin, ils ont toutes les administrations qui sont en charge de ce secteur. Bon, nous avons rencontré et nous les rencontrons régulièrement. Bon. Nous ne sommes pas restés à un travail de sensibilisation en Martinique, puisque nous avons rencontré beaucoup de cabinets ministériels, le cabinet des ministres successifs de l'Outre-mer, M. Lurel et Mme Poulangevin, mais aussi celui de Mme Touraine, que nous avons encore rencontré récemment
lors de son dernier passage en Martinique. Nous avions rencontré également le cabinet de M. Hamon, à l'époque où il était ministre de l'économie sociale et solidaire. Nous avons rencontré le cabinet de M. Hérault, à l'époque où il était Premier ministre. Donc directement, nous avons rencontré récemment le cabinet de M. Hollande, le président de la République, lorsqu'il était de passage en Martinique. Nous faisons tout pour que ces autorités soient alertées. Nous avons également eu de très bons contacts avec la plupart des parlementaires de Martinique. En fait, il y a un seul sénateur qui ne nous a pas reçus, sinon les députés et l'autre sénateur nous ont reçus et ont montré beaucoup d'intérêt. Ils ont montré beaucoup d'étonnement souvent, parce que très souvent eux-mêmes, même s'ils sont impliqués dans la vie politique locale, mais l'ampleur des difficultés les surprend très souvent. Donc, mais vous êtes une vraie banque de données aussi pour tous ces gens-là. Absolument. Ouais. Ils ont été très intéressés par les informations, les analyses, les propositions que nous leur avons faites. Bon. C'est un petit peu ça le travail que nous avons fait jusqu'à maintenant. Mais nous avons rencontré également la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui est l'organisme gestionnaire, on va dire, des financements dans le secteur. Donc, nous avons fait un travail de sensibilisation. On peut dire, comme dit la formule, que désormais, nul n'en ignore. Tout le monde sait qu'il y a des difficultés, tout le monde connaît leur ampleur, tout le monde sait que nous souhaitons effectivement que ces difficultés soient abordées de façon sérieuse et concrète. C'est pourquoi, justement, désormais, nous avons pris notre bâton de pèlerin pour qu'il y ait un plan pour la Martinique qui soit élaboré. D'accord. Un plan qui... vous l'avez appelé plan pour l'outre-mer, pour la Martinique. On va voir ce qu'il y a dedans. Avant, Madame Fanon, je sais que beaucoup d'associations travaillent sur la base du bénévolat. Hein? Oui. Leurs membres sont des bénévoles. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? Non, toutes les associations sont gérées toutes les associations sont composées de bénévoles. C'est un principe. C'est un principe. Mais, de la loi 1901. Voilà, mais vous êtes quand même associé sur une base qui est très rigoureuse, puisque vous êtes une organisation, vous fonctionnez avec des niveaux aussi peut-être d'exigence quand on est bénévole et quand on est professionnel, parce que vous êtes interpénétrés, là, professionnel et bénévole. Ça fonctionne? Ça doit fonctionner, hein, parce que les présidents d'associations notamment, ils sont responsables. Ils ont des responsabilités pénales, hein, et donc ça va au-delà du bénévolat. Il faut qu'on le sache, la responsabilité, notre responsabilité en tant qu'administrateur est fortement engagée. Et les textes et les nouveautés dans le secteur qui pleuvent sans arrêt et qui nous demandent de nous adapter aux situations font que ça ne suffit pas d'être bénévole, il faut être compétent. Il faut être compétent, mais compte tenu de la situation démographique de la Martinique, pour faire fonctionner ces associations, il faut quand même des personnes intéressées, mais il faut aussi qu'il y ait un flux régulier. Alors comment, si vous êtes, parce que là c'est du volontariat, si vous êtes en difficulté, comment est-ce que vous gérez ça? Oui, il faut dire que nous constatons une difficulté. Nous constatons une difficulté de renouvellement au niveau des conseils d'administration. Ça, c'est une réalité. Tout le monde, parce que justement, il y a des responsabilités importantes. Il faut une certaine disponibilité si on veut véritablement être dans l'engagement de la mission de travail, enfin du social. C'est ça. L'une des perspectives, ça ne serait pas de demander dans vos démarches auprès des officiels de demander une professionnalisation de ces jusqu'à présent, la loi 1901
résiste à cette volonté de... Mais il y a des tendances, il y a des demandes. Il y a déjà une certaine forme de professionnalisation de l'action des associations, dans la mesure où ces associations, au départ, se sont créées pour apporter des éléments de réponse aux problématiques qui les intéressaient, et que ces associations ont dû s'adresser à des professionnels pour faire le travail au quotidien en grande partie. Je ne sais pas s'il serait souhaitable que les associations soient complètement professionnalisées. Vous voyez, il existe déjà des structures du type service public, par exemple, voire entreprises privées à but lucratif, qui interviennent dans l'action sociale et médico-sociale. Je crois que c'est important justement qu'il y ait des mouvements citoyens qui interviennent. C'est une des réflexions que nous faisons parce que, en fait, la Martinique aujourd'hui est confrontée à un problème de développement économique, on en parle souvent, mais aussi de développement social, médico-social, sanitaire, etc. Bon, et comme toute région, comme tout pays confronté à un problème de développement, se pose le problème des ressources pour ce développement. Ressources financières, mais ressources humaines également. Ressources financières, bon, on sait, on voit que le secteur public, les finances publiques, à l'heure actuelle, ont beaucoup de difficultés pour suivre le rythme. Et il y a énormément de besoins qui, normalement, devraient être satisfaits par la puissance publique et qui ne le sont pas. Oui, mais ce sont des choix. Il n'y a pas d'argent. Oui, ce sont des choix politiques, puisqu'il y en a pour... On est bien d'accord. On est bien d'accord. D'un autre côté, mais d'un point de vue global, du point de vue du fonctionnement général du système, on va dire ça comme ça, nonobstant les choix politiques faits, les finances publiques à elles seules n'ont pas la possibilité, nous dit-on, de régler toutes ces difficultés. Bon. D'un autre côté, il existe effectivement des entreprises privées à but lucratif qui interviennent dans le secteur social et médico-social et qui apportent des éléments de réponse parfois extrêmement intéressants. Bon. Mais les capitaux privés en Martinique manquent, premièrement, et souvent les capitaux privés disponibles, là, sont orientés vers des activités plus de type spéculatif que de type développement social, développement durable, etc. Encore, ce sont des choix Voilà. différents. Tout à fait. Et c'est souvent de ces deux piliers-là qu'on parle pour le développement de la Martinique, c'est-à-dire le secteur public et puis le secteur privé marchand, lucratif, etc. Bon. Nous disons qu'il y a tout ce monde des mouvements associatifs, des mouvements coopératifs, des mutuelles, etc. Ce sont des représentants qui sont issus de la citoyenneté martiniquaise, civile, absolument, et qui ont un rôle important, une place importante à prendre dans le développement de la Martinique. C'est toute la question du développement de la Martinique assumé par les Martiniquais eux-mêmes. Oui, mais en même temps, on est face à un danger. Donc ça oblige aussi la structure à être un petit peu dans la projection, dans la prospective, puisque ce que soulignait tout à l'heure Mme Fanon est une réalité. Vous voyez bien que la relève s'essouffle, que le personnel manquera peut-être à un moment ou à un autre. C'était juste pour souligner cet aspect-là, puisque vous avez avancé des chiffres, je pense que j'avais reçu ici M. Poulet, qui nous avait dit combien de Martiniquais, quel pourcentage important de la population vivait de la charité, etc. Donc on sait que à tous les niveaux, nous avons une partie, je pense qu'on n'ose pas le dire de manière très ouverte parce que c'est assez effrayant. La composante de la population qui dépend effectivement, qui est prise en charge dans une forme ou une autre d'assistanat, c'est énorme et aucune société ne peut se reproduire ni se survivre à elle-même dans des situations pareilles. Donc le social, c'est aussi peut-être
prévoir ou inventer un avenir à notre société, parce que je crois que pour le moment, en l'état des choses, elle n'en a pas. Elle n'a pas de perspective de se reproduire ni de se pérenniser, puisqu'elle s'effrite et on est vraiment dans... Alors ça, c'est pour des personnes qui travaillent dans le social et qui ont cette perspective-là, ça peut être assez effarant. Donc moi, je pense que ça, c'est une chose qui vous est apparue, puisque je vois que l'URAS travaille beaucoup. L'URAS travaille beaucoup. Donc on va voir... Ce que je voulais, avant qu'on parle des projets que vous faites, parce que le temps passe très vite, vous voyez, c'est nous dire, est-ce que vous voulez nous brosser un petit peu? On a abordé quelques problèmes sociaux, et on a abordé le problème de finance. Non. Quelles sont les sources de financement? Vous recevez un financement de l'État directement, ou ce sont les associations séparément qui reçoivent de l'aide? Des collectivités plutôt locales alors? Non, actuellement, l'URAS ne reçoit pas directement d'aide de l'État, si ce n'est parfois une petite subvention. Par exemple, Franceline faisait allusion tout à l'heure à la formation des administrateurs que nous développons. Bon, bien, nous recevons une petite subvention qui nous permet de financer partiellement cette formation. Hein. Nous avons d'ailleurs cette difficulté réelle du financement de notre activité, et c'est une question à laquelle nous nous sommes attelés, et donc nous prenons un certain nombre d'initiatives dans ce domaine qui devraient nous permettre justement d'améliorer nos capacités d'action, notamment à travers deux grands projets que nous sommes en train de réaliser. D'une part, un groupement, une centrale de référencement d'achat, de façon à permettre à nos adhérents de faire leurs approvisionnements et de réaliser leurs prestations de services dans de meilleures conditions économiques. Et puis d'autre part, un groupement d'employeurs. Alors, c'est l'occasion pour moi d'attirer l'attention sur certaines caractéristiques du tissu associatif local, qui sont souvent, ces associations sont souvent de petites associations. D'accord. La plus grosse association en Martinique, c'est la d'API, elle fait 300 et quelques salariés. Bon. Lorsque vous êtes en France, c'est que vous avez 300 et quelques salariés, vous êtes dans la catégorie moyenne inférieure d'associations. Bon. 4 ou 5 associations en Martinique ont une centaine de salariés et plus, et puis la plupart, ce sont quelques dizaines. Certaines associations ont quelques salariés, ce qui ne les empêche pas, je dirais même bien au contraire, ce qui ne les empêche pas d'être au cœur même de l'action sociale et médico-sociale, d'être dans le tissu social et médico-social des forces d'observation, d'écoute, d'analyse, de proposition, d'initiative. Et c'est cette capacité de nos associations à connaître et à proposer des solutions qu'il faut préserver à tout prix. Hein. Bon, nous savons que certaines autorités, par exemple, ne rêvent que d'avoir quelques gros interlocuteurs avec lesquels il serait plus facile de dialoguer, qui seraient censés être plus professionnels que nos associations, bon, et qui parfois même veulent privilégier certaines réponses apportées par ces interlocuteurs souvent extérieurs à la Martinique. Nous n'avons rien contre le fait que des associations françaises on a le droit aussi de dire qu'on est les meilleurs acteurs, des observateurs de proximité, on a une connaissance de l'intérieur, c'est un droit aussi quand même. Il faut à chaque fois qu'on se justifie de décider qu'on privilégie le regard intérieur ou de proximité. Bon,
Voilà, en tout cas, c'est pas une question que je vous pose. Je vais faire non, mais bien sûr. là-dessus. Non, parce que c'est absolument important. Voilà, votre expérience est, pour les sociologues, un capital. C'est-à-dire, vous êtes dans l'observation directe sur le terrain et vous avez des associations qui touchent à beaucoup de secteurs du social et du médico-social et qui sont vraiment, qui font remonter des savoirs. Et la question, c'est, voilà, est-ce que c'est capitalisé dans quelque chose, dans un document, dans des formes de... Alors, je vois qu'il y a déjà un deuxième rendez-vous de l'URAS, donc il y a des colloques, il y a des rendez-vous. Alors, tout à l'heure, on parlera du plan, mais est-ce qu'on a fait le tour des problématiques auxquelles l'URAS est véritablement confrontée dans l'exercice de sa mission, dans comment on va dire ça, le travail, si vous voulez, de capitalisation de toutes les donnes du terrain pour définir justement des politiques qui soient vraiment, pour que les décideurs aillent vite au cœur du problème. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils sont étonnés, parce qu'on sait que d'une façon ou d'une autre, ce sont des problématiques que nos associations ont gérées, j'allais dire, avec beaucoup de pudeur, parce que les Martiniquais, depuis tout le temps, depuis l'esclavage, se sont pris en charge. Et il y a beaucoup de structures qui sont les héritages de cette forme on va dire, de la société civile qui décide de s'occuper d'elle-même, quoi. Parce qu'il n'y avait pas de moyens, mais aussi parce que c'était une habitude. Hein, on se prend en charge. Maintenant, l'ampleur des problèmes fait que vous parlez aussi de manque d'équipement, etc., fait que vous avez vraiment besoin d'être aidés, ou en tout cas que ces associations-là ont besoin d'être celles qui sont dans des projets spécifiques, d'être aidées. Alors, quel autre type de problématique, quels autres, au pluriel peut-être, l'URAS se heurte? Oui, eh bien, justement, vous avez abordé implicitement, et même de façon assez explicite, la question justement des ressources intellectuelles et scientifiques nécessaires à notre action. Nous en sommes tout à fait conscients. Plusieurs de nos associations d'ailleurs travaillent concrètement dans ce sens. Hein. Une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est justement l'insuffisance de la recherche, et en particulier de la recherche-action en Martinique. Pour formaliser tout cela, tout ce capital, je suis d'accord pour dire qu'il s'agit d'un véritable capital, pour formaliser tout ça, pour systématiser tout ça, pour développer tout cela, eh bien, il faut du travail. En principe, c'est le rôle de l'université, de chercheurs, etc. Et malheureusement... Vous n'avez pas de partenariat avec... alors, nous avons entamé certains partenariats avec l'Université des Antilles, comme par exemple pour la mise en place de notre groupement d'employeurs ou bien pour la centrale de référencement d'achat. Nous avons entamé un partenariat avec les enseignants-chercheurs et avec des étudiants. Mais nous avons également des partenariats à l'extérieur, avec un certain nombre d'universités et d'acteurs de la Caraïbe, du Canada, de Belgique, de France, voilà. Parce que le tissu de la recherche en Martinique est encore trop fragile, trop peu développé. Voilà. Et donc, les besoins sont énormes. On est d'ailleurs surpris très souvent lorsqu'on rencontre des chercheurs d'autres régions, on est surpris de l'intérêt qu'ils peuvent porter à nos problématiques. Parce que, on est tout petit, les gens ne savent même pas situer la Martinique sur le globe. On est très expérimentés, voilà. Peut-être. Et en fait, même des gens très instruits. Hein. Et en fait, ces personnes, eh bien, lorsque nous discutons avec beaucoup d'enseignants-chercheurs, ils sont intéressés vraiment par un regard
qu'il pourrait porter sur les problématiques et la complexité des problématiques en Martinique. On a beau être petit, et peut-être aussi parce qu'on est petit, eh bien, les problèmes qu'on rencontre sont très complexes et suscitent beaucoup de curiosité chez pas mal d'enseignants et chercheurs, d'universitaires, je peux même dire dans le monde entier. Je connais des Africains, des Canadiens, des Belges, des Français, des Suisses, des Espagnols, des Basques, et des Caraïbiens. Des gens de toutes régions qui sont intéressés vraiment par un travail. Une de nos associations, que je ne nommerai pas, a élaboré un projet avec une université parisienne ce projet mobilise 18 enseignants-chercheurs et doctorants. Vous voyez, ça n'est pas rien. Alors le drame, c'est que pour l'instant, cette association bute sur des questions de financement, mais qui seront résolues un jour ou l'autre. Mais c'est un témoignage justement de l'intérêt de toutes ces personnes. Mais moi, je crois que c'est presque logique parce que les Martiniquais, d'une manière ou d'une autre, ont été en but à beaucoup de problèmes qui sont de moyens, etc., mais n'ont jamais cessé de s'interroger sur tout ce qui concernait leur vie. Quand j'ai travaillé sur un petit peu le cas de Philibert Duféal, j'ai interrogé des gens, c'était fou, les questions que nos Martiniquais se sont posées depuis le début du XXe. C'était des questions que certaines sociétés ne se posaient pas, parce qu'il fallait trouver un modèle. Et on a été en quête de ce modèle sans arrêt. On s'est trompé, on a fait fausse route parfois, mais voilà, on est riche de ces tentatives d'avoir cherché des solutions. Et il ne faut pas sous-estimer dans l'observation sur le terrain, c'est ce que nous apprend la recherche. On est toujours d'abord dans des hypothèses qu'on va essayer de vérifier. Parfois, on va passer directement à l'acte et puis cette hypothèse-là, elle ne tient pas la route, on ne peut pas la vérifier, on ne peut pas. Donc on va changer de cap. Et nous sommes comme ça, notre société est comme ça. Elle a beaucoup expérimenté, fait des hypothèses qui auraient pu être viables si les conditions étaient réunies, les conditions de prise en charge financière aussi en termes de ressources humaines. Et on n'a pas eu ça. Parce que nous sommes formés aux sciences sociales très tard. Et même quand nous nous formons en sciences sociales, nous sommes très stéréotypés. Nous sommes toujours dans sciences de l'éducation, des choses comme ça, et on n'ouvre pas assez. Et notre université pourrait jouer ce rôle de moteur qui tire, qui propose aussi des formations davantage. Donc, chercher les chercheurs ici, au lieu d'aller trifouiller, chercher, faire des travaux de recherche sur... Voilà, prendre des thématiques qui nous touchent de près. De près. Alors ça, c'était... Vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais dire que un des problèmes que l'URAS tente de régler, c'est qu'on apprenne à travailler ensemble. Ça aussi, ça a retardé beaucoup de choses, parce que chaque personne dans son petit coin faisait sa propre démarche, en tout cas au niveau associatif, mais je crois que c'est une règle chez nous. Qu'on essaye et que je pense qu'on est en train de développer cette dynamique du faire ensemble. C'est d'abord une expérience parce que c'est un savoir-faire. Et de là d'où nous venons, de la plantation, on a déconstruit. On a désolidarité. Non, mais si on n'a pas cet arrière-plan sociétal, on ne peut pas comprendre. Mais la plantation ne construit pas de solidarité. Elle désolidarise. Et donc, quand on arrive, nous, dans l'idée d'une forme de gestion de notre société, de nos quotidiens, eh bien oui, on se rend compte que cette particularité-là, elle est déficiente, donc il faut apprendre, c'est un apprentissage, parce qu'on s'imagine que les autres sociétés se sont créées par l'intervention divine, que les gens sont tombés en solidarité. C'est un phénomène social, c'est une construction. Donc, si on apprend... l'URAS, c'est un bel exemple de cette construction. Tout à fait. Donc c'est d'abord souligner ça, parce que 23 associations avec un
le président, et puis des objectifs. Et en matière d'ingénierie, vous me disiez que vous êtes en train de produire de la réflexion sur la structure sociale, peut-être sociétale même, de la Martinique. Et donc, l'ingénierie, c'est tous les savoir-faire que les petites associations ont chacun de leur côté. Et qui mettent en commun. Et qui mettent en commun et qui sont efficaces parce que vous soignez, les associations soignent, elles apportent de l'aide aux familles, elles prennent en charge les familles en difficulté. Donc, vous me disiez, Madame Fanon, que vous faisiez des expériences innovantes. Vous voulez nous en parler un petit peu? Non, dans les deuxièmes rencontres, dans les deuxièmes rencontres, nous avons beaucoup insisté pour qu'il y ait non pas seulement l'état désastreux du tissu médico-social, mais qu'il y ait aussi des volontés de montrer la résistance par rapport aux difficultés, la résilience et le fait que les travailleurs sociaux, le terrain, trouvent des solutions pour faire face aux situations difficiles, avec des exigences de plus en plus importantes, mais avec des enveloppes de plus en plus étriquées. Donc, lors de ce séminaire, il y a eu plusieurs présentations, notamment toujours dans le sens de regrouper l'expérience des ESAT de la Martinique qui se sont regroupés. Les ESAT, c'est-à-dire c'est les établissements de... les services d'aide ah oui. Voilà, les anciens CAT. Les anciens CAT. Voilà, centre d'aide par le travail. Voilà. Donc c'est une des expériences qui est innovante et qui est intéressante et qui, je crois, a permis aux 6 ou 8 ESAT de se parler, de poser les vrais problèmes qu'ils rencontrent et de rechercher ensemble des solutions et d'aller les porter aux financeurs. Parce que ce sont des structures d'intégration qui intègrent la population handicapée. Normalement. D'accord. Donc ce sont des journées qui se sont déroulées, il y en a eu 2? Non, une l'année dernière, et cette année, on est allé davantage vers des expériences innovantes. Et comment les choses se sont-elles passées? Vous avez eu... Non, je crois que les personnes... Les échanges étaient... Bon, en une journée, on n'a pas pu... L'espace d'échange a été réduit parce qu'on a voulu montrer le maximum d'expérience. Mais ce qui est important pour l'URAS, c'est que les participants savent désormais qu'ils peuvent s'adresser à un tel. C'est une dynamique nouvelle de travail transversale, qu'on veut transversale aussi, parce que dans notre plan, je crois qu'il y a une chose qui est importante, c'est ce que disait Charles tout à l'heure, éviter le fonctionnement silo. C'est ça. Une personne, elle est dans une famille, elle est dans une école, elle est dans une société avec une série de problèmes et une série d'acteurs. Est-ce qu'ils peuvent se parler? Est-ce qu'ils peuvent se construire ensemble? C'est peut-être plus efficace et plus économique aussi. Absolument. Voilà. Alors, parce que le temps passe vite, donc vous avez produit un document, Monsieur Célinis, avec, je suppose que c'est une production commune. Vous voulez nous dire, donc c'est un plan pour l'outre-mer, pour la Martinique, pour attirer l'attention de qui? L'attention de toutes les autorités, mais au-delà des autorités, l'attention de toute la Martinique sur la question. Alors disons que à l'heure actuelle, il y a de plus en plus d'études qui se font, de rapports qui se font. Donc, le dernier en date, je crois, parce que ça va tellement vite, c'est le gouvernement qui a chargé l'ancienne directrice générale de l'Agence régionale de santé de la Réunion, Madame Chantal de Sigli, de faire un rapport sur le sanitaire social, médico-social dans les Outre-mer. Voilà, bon. Donc il y a beaucoup d'études qui se font. Et pour l'instant, ce qui est déjà quelque chose, parce que malheureusement, lorsqu'on cherche à comprendre le secteur, à avoir des données là-dessus, on se heurte au fameux ND ou NC
non disponibles, données non disponibles, données non communiquées, parce qu'effectivement, il y a un énorme problème de collecte et de production de l'information, des données en Martinique, problème statistique énorme. Bon. Or, comment fonder une politique digne de ce nom si on n'a pas les éléments objectifs de connaissance des réalités? D'accord? Donc, ça fait partie, c'est l'une des premières choses que nous réclamons, c'est d'avoir effectivement les outils, les éléments de connaissance objective des réalités auxquelles nous sommes confrontés. D'accord? Ça, c'est un des points. Un deuxième point, c'est que, en fait, il y a des besoins extrêmement importants qui ne sont pas satisfaits, comme on l'indiquait tout à l'heure. Si on continue à y aller au rythme auquel on y va, on n'y arrivera peut-être presque jamais. Parce qu'en fait, les problèmes vont beaucoup plus vite que les solutions qui sont apportées. Et donc, on sera toujours perdant. Il est absolument indispensable qu'en Martinique, et pour les autres régions de l'outre-mer, c'est aussi la réflexion que nous avons faite avec nos amis de la Guadeloupe et de la Réunion notamment, eh bien, il est absolument indispensable que les choses soient accélérées. Et c'est un ancien président de la République française qui disait la discrimination, c'est aussi traiter de manière identique des situations différentes. Nous sommes dans une situation où nous sommes discriminés à l'heure actuelle. Parce que justement, nos besoins sont tellement importants qu'ils nécessitent des moyens importants. Un plan Marshall. Et je ne veux pas entendre qu'on me dise qu'il y a des difficultés budgétaires, etc. C'est une question d'équité, c'est une question de justice, c'est un droit que nous avons. D'accord ? Et donc, à partir de là, nous réclamons qu'effectivement, ce plan pour la Martinique mobilise les moyens nécessaires et suffisants pour arriver à satisfaire les besoins de la Martinique de meilleure manière que cela. D'accord ? Bon, autre élément, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre de réalités locales qui sont complètement déconsidérées. Alors, on sait par exemple que la vie est chère chez nous. Mais par contre, tout le système fonctionne sur la base des prix hexagonaux. Des salaires aussi. Et donc il se trouve que, par exemple, les prestations sociales qui sont servies en Martinique sont au même niveau, quand elles existent au demeurant, que les prestations sociales de l'Hexagone. Il n'y a pas d'ajustement dans certains domaines. Hein. C'est dans d'autres domaines. Oui, c'est pas... faut préciser. Oui. Alors, quand ça n'arrange pas, on n'ajuste pas. Mais le problème qui se pose, c'est que justement, les populations les plus fragiles, les plus en difficulté, c'est elles qui en pâtissent. De même que pour le fonctionnement de nos établissements et de nos services, les prix, les tarifs plus exactement pratiqués sont souvent très nettement insuffisants par rapport aux charges que nous avons. Et donc, dans le secteur sanitaire, on sait qu'il existe un coefficient, dit coefficient géographique, qui permet de tenir compte des réalités locales pour amender les moyens de fonctionnement du secteur sanitaire. Et les acteurs du sanitaire s'en plaignent. Parce que c'est insuffisant, c'est pas vraiment, l'État ne joue pas vraiment le jeu, etc. Nous avons besoin que les ajustements se fassent aussi dans le secteur social et médico-social, parce que beaucoup de nos établissements rencontrent d'énormes difficultés de fonctionnement parce que les moyens financiers qui leur sont attribués ne sont pas suffisants, tout simplement. D'accord ? Donc, c'est un autre aspect de la façon que nous avons d'aborder les choses. Nous avons parlé donc,
de tout ce que nous faisons pour permettre aux associations de se regrouper, de s'unir et de mettre en place des services d'intérêt commun. Comme par exemple le groupement d'employeurs ou bien la centrale de référencement d'achat. Je vais prendre un exemple. Nous avons des associations, des établissements, des services qui ont besoin de prestations de services, je vais appeler ça comme ça, en tout cas d'intervention de médecins spécialisés, comme par exemple des psychiatres. Bon. En fait, elles ont besoin peut-être de 2 heures par semaine de présence d'un psychiatre. Bon. Déjà que trouver un psychiatre, ça n'est pas si facile en Martinique. Le trouver pour 2 heures par semaine, ça l'est encore moins. D'accord? Donc, en se regroupant, on a la possibilité à ce moment-là de faire des appels à candidature qui portent sur des volumes plus intéressants. Et à ce moment-là, nous avons plus de chances à ce moment-là de pouvoir apporter la réponse. Mais ça, c'est vrai pour tout. C'est vrai aussi pour les moyens matériels, c'est vrai aussi pour le transport, etc. Pour le transport, beaucoup. Oui. Pour le transport, beaucoup. Mais attendez, ça, c'est un plan donc, que vous adressez à tous les élus, à tous les... Ils l'ont eu ou... Voilà, alors nous avons couché sur papier un certain nombre de réflexions que nous nous sommes déjà faites. Nous n'avons absolument pas la prétention que ceci soit le plan pour la Martinique. C'est notre contribution au stade actuel pour impulser Mais vous avez le dit débat. Un plan pour l'autonomie. Vous n'avez pas encore dit le plan pour l'autonomie. C'est que nous le voulons vraiment. C'est modeste, oui. Nous le voulons vraiment, d'accord? C'est une volonté, c'est un... En fait, ce n'est pas du tout ce n'est pas le plan en question. Pourquoi? D'abord parce que, vous voyez, ça tient en 4 pages, en 5 pages, donc ça sera sans doute un peu plus épais que cela, le plan final, premièrement. Et deuxièmement, nous n'avons pas la prétention d'être les seules personnes à contribuer à la réalisation de ce plan. Pour que ce plan soit un plan efficace, il faut que tous les acteurs de l'action sociale et médico-sociale en Martinique, ils participent, ils prennent part depuis son élaboration jusqu'à sa mise en œuvre. D'accord? Et donc, ça veut dire que les représentants des usagers, les bénéficiaires des établissements et services, des publics accueillis, les représentants des professionnels qui y travaillent, les représentants, bien entendu, des associations gestionnaires, les représentants des autorités politiques et administratives, les représentants de la recherche dont nous parlions tout à l'heure, etc., que tous ces représentants, que toutes ces parties prennent vraiment part à l'élaboration de ce plan pour la Martinique. Vous voyez, c'est une condition essentielle, à notre avis, pour que ça fonctionne. Et qui est-ce qui chapeauterait tout ça là? C'est parce que ça demande quand même qu'il y ait une instance fédératrice qui puisse s'adresser directement à tous ces corps-là d'un coup. Qui est-ce qui s'occuperait de ça? Écoutez, normalement, les instances qui sont légitimes, les plus légitimes, je vais dire, pour prendre ce type d'initiative, ce sont les instances politiques. Bon, il reviendrait normalement à ces instances de faire le nécessaire justement pour que, déjà ces problèmes ne devraient pas exister, mais maintenant qu'ils existent, pour que les solutions soient apportées. Bon. Malheureusement, des fois, ces instances politiques ont besoin d'aiguillons, de lanceurs d'alerte, de forces vives qui effectivement se manifestent pour mettre la pression. Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, non, mais le social dans nos types de société, ça n'intéresse personne. C'est bien cela, de cela qu'il est question aussi. Et vous avez tout un champ de la société qui permet sa survie, en même temps son entretien quotidien, etc., qui est livré un peu à elle-même. Et ce ne sont pas les quelques subsides qu'on donne aux gens
etc., qui permettent de développer des politiques, des stratégies de survie à plus long terme, parce que les gens vivent beaucoup au jour le jour dans notre société. Donc, il faudrait, ce sont les politiques donc, qui ont à prendre en considération en tout premier lieu ce type de projet. Donc, ils demanderaient à être écrits, à être systématisés avec donc une série de spécialistes. C'est ce que vous disiez. Notamment. Oui. Notamment, exactement. Oui, notamment. Et puis, alors les spécialistes, une des phrases les plus connues en Martinique, c'est que les spécialistes des affaires martiniquaises, ce sont les Martiniquais eux-mêmes. Nous y croyons. Ça signifie qu'aussi, il faut qu'on assume ces spécialités que nous avons. Et que notamment, par exemple, nos associations fourmillent d'expériences innovantes, d'expérimentations extrêmement intéressantes et qui nécessitent vraiment d'être étudiées, d'être valorisées, d'être multipliées, etc. Mais surtout systématisé par écrit, parce que vous parliez de tous ces gens qui vous admirent, enfin qui sont curieux de l'expérience martiniquaise, mais ce qui lui donne une légitimité, c'est le fait qu'elle est écrite et qu'elle peut justement faire l'objet d'amélioration, en tout cas de travaux, de perfectionnement, de généralisation, et pour dégager ce qu'on appelle en sociologie des régularités. Et on verrait que peut-être à Trinidad et en Martinique, on a des problèmes très semblables, mais que les solutions apportées sont différentes. Et lesquelles sont les plus performantes? Eh bien, il faudrait juste adapter celles qui sont les plus performantes au lieu de recommencer à zéro. C'est un peu ce que j'entends dans ce que vous dites aussi, c'est est-ce qu'on va recommencer chacun de son côté dans son petit coin des choses qui existent déjà. Donc ça demande qu'on puisse mettre les gens ensemble. L'URAS l'a déjà beaucoup fait, mais c'est une étape dans quelque chose qui est intermédiaire. Et il manque l'étape qui va être vraiment celle de la coiffe, qui va permettre qu'on fédère, qu'on systématise les expériences, qu'on regarde les solutions apportées un peu partout et qu'on les applique pour aller plus vite, quoi. Bon, mais c'est un travail qui a un coût énergétique, un coût financier et un coût humain. Tout à fait. Tout à fait d'accord. En tout cas, on s'attache au niveau de l'URAS à être un des acteurs de cette projection. Voilà. Parce que je pense que les politiques je ne dirais pas que ça ne les intéresse pas. Je pense que c'est trop compliqué pour eux. Et puis ils n'ont pas conscience, peut-être qu'ils ne prennent pas la mesure. Voilà. Et c'est à nous, c'est à nous, à mon avis, de faire remonter de façon construite, méthodique, nos analyses. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire? Parce que je pense qu'on va... Ah oui, ça s'allume. Ok, on va devoir conclure. Vous voyez, ça va vite. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait dire de plus important là pour conclure de vous deux Eh bien, au moment où nous sommes actuellement là, les choses se présentent difficilement, mais il y a des raisons, je crois, d'espérer qu'elles puissent avancer. Bon, notamment parce que bien, de plus en plus de personnes sont décidées à faire avancer un certain nombre de choses. Bon. Nous avons eu une écoute très attentive, je le disais tout à l'heure, de la part des nouveaux responsables de la collectivité territoriale de Martinique. Nous aurons d'autres contacts prochainement et puis nous avons vraiment entré dans le vif du sujet. Bon, la collectivité territoriale est dans une phase d'installation là, bon, ça prend un peu de temps, mais même dans cette phase d'installation, on a commencé à défricher. La question donc aujourd'hui de la gouvernance de ce secteur est essentielle. Bon, il faut qu'on passe d'un mode justement, là aussi en silo, l'État dans son coin, chaque service de l'État dans son coin, chaque bureau dans chaque service de l'État dans son coin, il en est à peu près de même. C'est le projet de la CTM, n'est-ce pas?
de fédérer aussi Tout les à fait. Voilà. D'accord. Il en est à peu près de même dans les collectivités territoriales, les collectivités locales, etc. Bon, et donc, non, c'est pas une façon de fonctionner que nous pouvons nous permettre. Hein. Ça, quand on est riche, on peut se permettre de dilapider les ressources comme ça. Nous, c'est des problèmes de riches. Nous avons des problèmes de pauvres, d'abord. de pauvres, voilà. Et donc, il s'agit pour nous d'apporter concrètement les solutions à ces problèmes-là. Vous voyez, à partir de là, aujourd'hui, bon, nous avons une action assez dynamique pour faire en sorte que les questions de gouvernance du secteur social et médico-social soient réformées et que les choses se passent d'une façon différente. C'est une condition essentielle, c'est capital pour qu'on puisse avancer effectivement. Ça ne permettra pas de résoudre tous les problèmes d'un seul coup, mais en tout cas, ça pourra nous mettre sur la voie d'autre chose, d'une autre façon de fonctionner. Et puis il y a toute la créativité de la structure que vous êtes. Et Madame Fanon, qu'est-ce que vous voulez dire Non, moi je crois qu'il faut insister, je crois que nous insistons beaucoup sur une politique de prévention aussi. Hein, après l'accompagnement de ce qu'il y a, mais une politique de prévention, et notamment, il est quand même à constater que les diagnostics précoces ne se faisaient pas en Martinique, notamment dans le secteur dans lequel que je représente, c'est-à-dire pour les déficients auditifs et visuels, il n'y avait pas de diagnostic précoce. Donc plus tôt on prend en charge normalement après diagnostic, moins ça va coûter aussi à l'État. Et je ne comprends pas qu'on ne pense pas à ça. On est plus dans le curatif que dans le préventif. Et je crois que c'est important parce qu'on n'est pas riche, hein, normalement. Si on fait de la prévention, on a des chances de diminuer les coûts et de fonctionner autrement. Voilà. Ben voilà des choses qui sont dites, qui ont été dites, qui sont importantes à entendre. Et nous espérons que nos politiques, toutes les collectivités, enfin les représentants de l'État, entendront cela, mais surtout pour nos téléspectateurs, voyez, nous avons ce que j'appellerais entre guillemets des petites mains, des centaines de petites mains qui travaillent dans l'ombre, dont on n'entend pas parler et qui sont pourtant essentielles à, on va dire, la bonne marche de notre société, même si elles n'ont pas les moyens de guérir toutes nos misères. Mais on les voit moins parce que ces personnes-là sont là et nous espérons que, eh bien, avec les nouvelles instances et surtout les propositions que c'est une structure comme l'URAS qui regroupe, rappelez-vous, 23 associations, qu'elles seront entendues et que, eh bien, elles seront soulagées aussi dans leurs besoins, parce que les bonnes politiques sociales ne se font que quand les besoins sont satisfaits en équipement, en finances de toutes sortes, pour permettre que, eh bien voilà, les soins soient qu'est-ce qu'on dit, des soins, hein, donnés de manière efficace. Voilà, donc j'espère que vous aurez envie d'aller un petit peu plus loin, de connaître un peu mieux cette structure. Et on est peut-être un petit peu en panne de bénévolat, que de bonne volonté continue à se manifester jusqu'au jour où peut-être nous pourrons, quand nous deviendrons riches, nous pourrons financer dans ces structures tous les personnels qui sont nécessaires à leur bonne marche. Je vous souhaite donc, je vous remercie, Monsieur Célinis, Madame Fanon. Et puis, c'est nous qui vous remercions. Vous voulez laisser des Juliette coordonnées? que Zouk TV, et je dois dire que ce soir, on ressort un peu plus riche que l'on était entré. Vous voulez laisser des coordonnées si jamais on veut vous contacter? Alors, pour contacter l'URAS, l'adresse c'est à au lotissement d'Ilonstad. Hein, donc, 1 rue Eugène Eucharis, c'est l'espace Pythagore. Beaucoup de gens connaissent parce que c'est dans les locaux de l'URAS que la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, est installée. Hein, d'accord. Donc, le téléphone, c'est le 05 96 50 43 01. D'accord. Voilà. Merci. Pardon.
Il y avait autre chose à ajouter? Non. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, merci de nous avoir accompagnés. J'espère que vous avez eu du plaisir à écouter nos invités et puis surtout qu'ils vous ont révélé le petit drame qui se joue dans l'ombre chez nous, mais nous le savons plus ou moins. Voilà, ne fermons plus les yeux. Merci aussi à Zouk et aux techniciens qui nous aident à vous donner de belles émissions quand nous le pouvons.